moi, j'ai rien décrit, c'est que des couleurs. Donc, c'était difficile de trouver comment, nous, XLIM, on pouvait intervenir sur cette question de la mémoire et qu'est-ce qu'on pouvait apporter, parce que c'est une question vaste. Et finalement, on a choisi de parler un petit peu de ce qui nous intéresse, la couleur, et comment cette question a été traitée au sens de la mesure, ce qui nous intéresse, de l'analyse au cours des âges. D'abord, qui on est? Alors, le laboratoire XLIM a plusieurs axes. Un axe plutôt radiocom, télécom, et puis un axe image dans lequel je m'inscris. Et nos domaines parlent beaucoup d'images couleurs, multi-hyperspectrales. En gros, on va faire la différence, on va en parler entre la couleur telle qu'elle est vue, perçue lorsque l'homme est dans la boucle, et la couleur vue du point de vue physique lorsque c'est un spectre, un rayonnement. Et c'est toutes ces choses-là qui nous intéressent, et notamment développer des outils de mesure dédiés à cette information couleur. Les domaines aujourd'hui d'application de tout ça sont assez vastes, mais moi mon favori depuis très longtemps est celui du patrimoine culturel. Ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on travaille notamment avec le CESCM, avec Bonheur, mais aussi avec le Muséum national d'histoire naturelle et d'autres laboratoires. Mais aussi le secteur de la cosmétique, parce que quand l'homme est dans la boucle, c'est toujours là où on a les plus belles complexités, donc c'est toujours intéressant d'arriver à nos limites scientifiques pour essayer de les déborder. Et puis forcément des applications industrielles, parce que tout ça sert pas mal de choses, et nous verrons aussi pour le domaine hyperspectral tout ce qui est aéroporté. C'est des choses qui sont appuyées par des travaux, donc des ANR, donc une ANR qui est en cours aujourd'hui, qui traite d'une question fondamentale: comment est-ce qu'à partir des besoins du patrimoine, on peut développer les outils industriels de demain, parce que là, on a des questions qui sont plus pointues, plus précises, puis surtout là, on va pouvoir associer 5 ou 6 experts autour d'une même question pour valider une mesure, ce qui serait plus difficile en contexte industriel. Et puis, nous sommes présents également dans tout ce qui est groupe de normalisation et de recommandation pour écrire le futur de ces domaines. Alors, la couleur au cours des âges, c'est pour moi un sujet éclatant, parce que finalement, depuis que l'homme est homme, il met de la peinture sur les murs, il met des couleurs sur les murs, on en a toujours mis. Et ce qui est fabuleux, c'est que même sur... là, on travaille avec les groupes qui s'occupent de ça, Rod Chauvet, c'est que même sur des peintures qui ont 38 000 ans, et un peu plus, on a des qualités graphiques incroyables, on a des techniques de couleurs, de peinture, avec des peintures à l'huile, des peintures avec de l'eau, des pigments minéraux, des pigments végétaux. C'est juste incroyable la richesse technologique qui est derrière. Et quand on connaissait Lascaux avant avec ces couleurs-là, et juste quand on s'aperçoit, l'une moins 38 000 ans, l'autre moins 17 000 ans, et donc 20 000 ans d'ingénierie sur la couleur, comment on fait des couleurs, comment on arrive à avoir des couleurs reproductibles, ça laisse rêveur sur cette notion d'ingénierie et de technologie. Alors tout ça, c'est bien, on en a partout, des œuvres, on les regarde sans faire trop attention à tout ça, avec ici 5 siècles avant Jésus-Christ, des choses assez merveilleuses en Italie, et des couleurs qui sont très saturées, qui sont très vives, qui ont été bien protégées, elles sont à l'abri de la lumière, ça les a bien aidées. Et donc une question aussi par rapport à ces sites-là, comment s'est transmis la capacité à faire ces couleurs, à avoir des couleurs qui soient assez uniformes sur, pas simplement un bâtiment, mais qui soient sur des dizaines de kilomètres, plusieurs bâtiments, plusieurs monuments. Alors on regarde aussi, parce que ça fait partie des gens avec qui on travaille, tout ce qui est mosaïque, et un jour, là au musée du Bardo, une des personnes avec qui on travaillait nous dit, voilà, à l'époque, il fallait trouver au moins 7 carrières différentes pour avoir 7 couleurs. Et donc, c'est quelque chose qui nous a interloqués et sur lequel on essaie de travailler. C'est 7 couleurs, mais vous en voyez combien ici? Donc, on peut penser que c'était 7 teintes et autres, mais entre eux, il nous faut 7 teintes différentes et la richesse incroyable des nuances. Il y a un travail de folie qui est derrière, qui est assez intéressant. Pour parler de nous, ici sur Poitiers, avec ce type de peinture, les questions qui se posent à nous en termes de mesure, c'est forcément une bonne partie des œuvres que l'on considère, il en manque des parties, il y a des occlusions, il y a eu différentes couches, il y a eu des rajouts à différentes périodes, et c'est toujours une problématique de déterminer à quel pigment on a affaire, à quelle période il a été mis, est-ce qu'on a affaire à un rajout récent ou non. Et donc c'est des questions qui sont comme ça, qui paraissent extrêmement faciles, mais on n'a pas le droit de se tromper. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de gratter pour savoir.
Donc s'il ne nous faut que des mesures non destructives. On peut se dire, ok, si on s'intéresse aux peintres récents, tout est dit, tout est fait, on sait tout, il n'y a pas de souci. Donc s'intéresser à ces vergers en fleurs de Van Gogh, c'est sympathique, sauf que régulièrement on voit apparaître cette question de faux, toujours mieux préparé, avec des pigments qui ont été repréparés pour faire une peinture, en grattant des peintures de l'époque qui ne valaient rien pour en faire des neuves avec des vieux matériaux, et tromper un peu finalement les experts. Mais finalement, où en est aujourd'hui le travail numérique, où en sont les laboratoires sur ça? Alors on peut s'intéresser à un travail qui a été fait par Roy Burns, donc à la fin, au début des années 2000, qui s'est intéressé à des écrits sur les peintures de cette période-là, donc Van Gogh, et puis après le Salon des Refusés, et avec ce qu'on en perçoit aujourd'hui, ce qu'on en photographie aujourd'hui, si on va à Amsterdam, au musée Van Gogh, et finalement le fait qu'au dos de la peinture, là où les pigments n'ont pas vu la lumière, on se retrouve avec des violets. Et donc ça, c'est une reconstruction qui est faite par Roy Burns à partir de ce qu'on peut apprendre dans la physique ici, dans les mesures spectrales qu'on a sur les différents points, et qui permet de faire le parallèle entre ce qu'il nous reste et ce qu'il y avait au départ. Et là, quelque part, on a un des enjeux aujourd'hui sur lesquels on travaille, c'est pouvoir permettre aux chalands, à tout à chacun, à Madame Michu, de pouvoir pleinement bénéficier de la richesse, de la valeur de ces tableaux, tout ce qu'il y a dedans, même quand il nous manque beaucoup. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que des pigments, finalement, on en met depuis 38 000 ans sur des murs, sur des toiles, sur ce que l'on veut, et que l'homme a été assez prolifique dans la capacité à créer des nouveaux pigments depuis les périodes préhistoriques jusqu'à après des périodes, on voit, ça apparaît par vagues. Et encore aujourd'hui, on sort de nouveaux pigments, alors acryliques ou autres, qui vont nous permettre d'atteindre des couleurs qu'on n'avait pas, des nuances qu'on n'avait pas. Donc finalement, c'est une question qui pourrait paraître quasiment infinie, celle de faire apparaître des pigments. Donc là, vous avez l'échelle du temps, et ici, vous avez les pigments avec les gammes de couleurs auxquelles ils apparaissent. C'est d'abord aussi un travail technologique. On a parlé d'ingénierie pour le paléolithique, parce que c'est un travail long de broyer des pigments, de les préparer, de trouver le liant que l'on va mettre avant de pouvoir l'appliquer. Il faut broyer, il va falloir chauffer, il va falloir mélanger, il faut trouver le produit avec lequel ça s'amalgame le mieux avant de pouvoir appliquer la couleur et espérer qu'elle reste et qu'elle ne va pas virer au bout de quelques heures ou quelques jours. Donc c'est des recettes qui sont extrêmement complexes. Ce qui fait que très très tôt, on voit apparaître, donc ici, dès le 11e, 12e siècle, on voit apparaître des guildes ou des corporations qui disent « il faut qu'on commence à mettre notre mémoire de fabrication des pigments sur le papier de telle façon qu'on ait une charte qualité qui va apparaître ». Et ceci est tant et si bien qu'on voit apparaître la manufacture des Gobelins. Manufacture des Gobelins, donc ici on a une tapisserie qui parle de la visite de Louis XIV à cette manufacture avec Colbert. Parce que qu'est-ce qu'est la manufacture au début? C'est d'abord un endroit où on fabrique des teintures, on fabrique des couleurs. Et plus tard, la manufacture des Gobelins sera un lieu où on fabriquera aussi des tapisseries plutôt que de les importer de Hollande. Ça coûtait moins cher, donc c'est pour ça que des grands personnages y viennent. Et là aussi, on a la corporation des tapissiers, qui est notamment implantée autour de cette manufacture, qui dit « c'est gentil tout ça, mais on a un gros problème, on vous prend un rouge comme cela, quand on le met sur notre tapisserie, ben le rouge apparaît orangé. » Et donc c'est là encore un des premiers travaux qui apparaît sur les couleurs, l'analyse des couleurs, de leur impact, et c'est Michel-Eugène Chevreul, on voit cette période ici, 1786, et donc c'est des travaux qui datent de cette période-là. Et Michel-Eugène Chevreul est un chimiste qui a été jeune, il a une vingtaine d'années un peu plus, qui est embauché comme directeur de la manufacture. Pourquoi? Pour rénover un peu cette façon de faire. Et sa première façon de faire, en tant qu'ingénieur chimiste, il dit on va faire une classification. Et les classifications qu'on avait à l'époque, c'était celle de Newton, cette couleur, on y reviendra. Et lui, il dit, ben voilà, par rapport au catalogue inouï de la manufacture, il propose une classification à base de 72 teintes, 20 niveaux de clarté, 10 niveaux de saturation. Alors, aujourd'hui, le physicien ou le coloriste dirait, voilà, ça on a une proposition qui n'est pas bien définie, parce que dans clarté, on a la notion de blanc et de noir qui sont mélangés. Dans saturation, on voit aussi
le fait que la couleur soit pure ou mélangée à quelque chose qui va être aussi du blanc. Donc, même si cette classification n'est pas parfaite, elle est déjà assez aboutie. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans ce travail-là, c'est les remarques suivantes de Michel-Édouard Chevreul, Eugène Chevreul, sur une notion importante, le contraste simultané. Dès cette période-là, il fait apparaître le fait qu'une couleur va avoir un rendu différent en fonction de ce qui l'entoure. Donc ici, dans cette image-là bien connue, on n'a que deux couleurs, cette espèce de rose saumon et ce orange. Et pourtant, le rose ici apparaît comme plus clair que ce qu'il est ici, et le saumon un peu plus foncé. Donc ces notions de contraste simultané qui sont notées dès ce moment-là vont être à l'origine de tout un tas d'études qui se continuent aujourd'hui sur l'apparence colorée. Donc on a eu l'apparence colorée, après les modèles d'apparence couleur, et aujourd'hui, c'est des travaux qui se continuent sur les modèles d'apparence pour les matériaux. Un peu plus tard, il faut quand même attendre, voilà, on est un peu plus tard, on est une vingtaine, une trentaine d'années. Ici, on ne parle que de ce que l'on perçoit. Et il faut attendre une vingtaine et une trentaine d'années pour que Jung, suivi de Helmholtz, dise « Ah ben oui, mais comment perçoit-on ces couleurs ?» Et donc, ils arrivent à l'idée que peut-être que l'œil contiendrait des éléments sensoriels qui permettraient de récupérer plutôt ici du bleu, du vert et du rouge. Donc ça se fait en deux temps, avec ici une proposition qui est ce qu'on trouve dans les cahiers de Helmholtz. 30 ans plus tard, on voit apparaître la première loi qui est à l'origine de tout ce qui est la gestion numérique de la couleur, la loi de Grassmann, qui dit simplement que l'on pourrait recomposer toute couleur à partir de trois autres, qui seraient un rouge, un vert, un bleu. Après quel rouge, quel vert, quel bleu, il faudra encore 50 ans pour arriver à définir ce qui marche bien. Mais c'est finalement l'idée qu'à partir de ces trois couleurs de base, on va avoir une synthèse additive qui permettra d'avoir un blanc ici. Alors tout ceci serait super, mais comment va-t-on déterminer la façon dont on va créer ça? Donc là, beaucoup de travaux pour arriver finalement à quelque chose qui est assez uniforme, c'est cette expérience dite d'égalisation. Et ici, quel est le principe qui a été mené? Donc là, c'est une expérience qui est menée en 1923, mais en fin de compte, de 1880 jusqu'à 1930, énormément d'équipes de par le monde, y compris sur Poitiers et sur Paris, ont mené ces expériences-là. L'idée, c'est ici, vous avez une couleur A, et là, vous avez trois sources lumineuses, donc bleu, vert, rouge. Et vous pouvez gérer l'intensité de chacune de ces sources lumineuses. Et ce que doit faire l'observateur, c'est trouver le jeu de paramètres à appliquer sur chacune de ces trois sources pour que l'ensemble ici donne la couleur A que vous avez à gauche. Donc c'est long, c'est lent, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais finalement, ça n'est ni plus ni moins que la version ici expérimentale de cette loi-là. Et finalement, notre monde, il n'est fait que de ça. On pose des hypothèses, on construit des expériences et on essaye de valider ces hypothèses pour arriver à un outil de mesure et d'analyse. Alors des questions, à ce moment-là, donc 1920, on voit apparaître ce mot-là, métamère, qui n'est pas une insulte que l'on pourrait avoir dans un coin de rue, mais qui caractérise le fait que vous puissiez avoir deux couleurs qui soient différentes, alors différentes dans le mélange que vous faites ici, et pourtant, dans les conditions d'observation que vous avez, là, elles apparaîtraient comme étant similaires. Okay. Donc ça veut dire, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Alors cette histoire-là, on peut se dire, c'est tout simple, c'est du bricolage et autres, sauf que on se retrouve face à un problème. Une partie des couleurs que l'on a ne sont pas synthétisables par ce moyen-là. Et donc ce qui explique ces courbes normalisées qui viennent de la CIE pour le RGB, qui expliquent que là, ben voilà, on voit qu'il y a une petite partie qui est négative. Ce qui dit qu'on n'est pas dans la synthèse additive, puisqu'il y a des valeurs négatives. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'expérience, ici, les couleurs qui correspondent à ces longueurs d'onde, eh bien, on ne peut pas les obtenir en ajoutant une proportion de bleu, de vert ou de rouge. Pour les synthétiser, il va falloir rajouter ici du rouge à cette couleur A pour pouvoir ensuite faire l'égalisation. Donc tout ça met à mal le modèle de Grassmann. Ça dit que ce modèle-là, tel qu'il était pensé au début, n'est pas valide.
Mais pourtant, il était bien pratique parce que dès les années 20, on pense pas à la télécouleur, mais on pense à synthétiser des couleurs, à gérer la couleur de façon industrielle. Donc, dès les années 20, les chercheurs se disent il nous faut un autre espace dans lequel la synthèse additive soit réalisable. Et alors, ça a l'air de rien, cette question-là. Sauf que vous voyez apparaître dans la résolution de cette question-là Schrödinger. Alors, si vous faites un peu de physique, Schrödinger fait partie des grands maîtres, l'équation de Schrödinger, etc., etc. Et donc, on a un des plus éminents mathématiciens et physiciens de l'époque. C'est un copain de Einstein. Il l'a aidé à résoudre ses problèmes de relativité. C'est vraiment pas un Inde dans le domaine. Et qui s'intéresse à cette question et qui, entre les années 20 et 1936, va travailler sur comment trouver un espace dans lequel on va pouvoir avoir une synthèse additive. Donc, et très tôt, alors qu'il n'a pas les moyens expérimentaux de valider ses hypothèses, Schrödinger émet l'idée que le problème ne se résout pas dans ce triangle ici, ce triangle des primaires, mais se résout dans un espace un peu plus grand. Et il va proposer des équations, on ne va pas les mettre ici, mais en gros, il dit qu'il nous faut des primaires théoriques, il nous faut des couleurs théoriques dans lesquelles ce soit possible, et ce sera l'espace CIE XYZ. Alors, on se retrouve avec ce diagramme de chromaticité, qui est celui-ci, et ce diagramme est au cœur aujourd'hui de tout ce que vous trouvez dans la couleur, quel que soit votre domaine, imprimerie et autres. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce diagramme de chromaticité? D'abord, il ne présente qu'une partie du problème. Le problème complet est un problème où vous avez ce plan-là, qui parle des couleurs, des teintes, et ensuite, il faut imaginer, orthogonal à ce plan-là, donc allant vers vous, un autre axe qui va parler de l'intensité lumineuse. Ok, maintenant on a une intensité, on a une couleur, on s'aperçoit que plus on va vers les bords, plus on est saturé, plus on s'approche ici de ce point-là qui est le blanc, moins on est saturé, donc toutes les dimensions que l'on connaît sont dedans. Ok. L'idée initiale qui était de la construction de cet espace, c'est que dans cet espace parfait, toutes les questions seraient bien résolues. Et notamment l'une d'entre elles, qui serait que mesurer la distance, la différence, l'écart entre deux couleurs, bien pourrait s'écrire parce que nous on aime bien dans les sciences. Chaque fois que vous demandez à un scientifique de mesurer quelque chose par une distance, tout de suite il vous dit Euclide, distance euclidienne. En gros, Pythagore généralisé à l'espace, à la dimension n. Ok, c'est notre dimension préférée, notre espace préféré, l'espace euclidien. Ça voudrait dire ici que si on avait trouvé un espace parfait, eh bien, autour d'un point, on n'aurait que des cercles qui parlent du fait que nous ne serions pas capables de distinguer les couleurs qui sont autour de ce point-là. Et donc, le travail de McAdam, donc McAdam, on est en 1936, lui, il dit, et il fait cette expérience, 5 observateurs à l'époque, c'était pas beaucoup, mais ça suffit quand même pour passer un papier. Il fait cette expérience et il arrive à ces ellipses-là, qui sont agrandies. Et que disent cette ellipse? Elles disent que finalement, votre sensibilité à la couleur, là, eh bien, elle est plus grande dans cette direction, dans cet axe vers le vert bleu, que dans cet axe-là entre le vert et le jaune. Donc l'espace que l'on regarde ici n'est pas un espace dans lequel on va pouvoir appliquer une distance euclidienne pour faire de la comparaison de couleurs, de la différence de couleurs. 1936. Et il faudra attendre encore un petit peu, 1974, pour qu'on trouve un espace qui permette de répondre à cette question-là, où on s'approche ici d'une transformation de ces ellipses en cercle. Alors pourquoi tout ça? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à quelque chose que vous connaissez au quotidien. Laquelle de ces deux couleurs est le rouge Coca-Cola? Ok, c'est celle-ci. Partout où vous allez dans le monde, le rouge Coca-Cola est le même rouge. Celui-ci, c'est le rouge Ferrari pour les aficionados. Ok. Alors si maintenant vous dites à quelqu'un que sa Ferrari est de couleur rouge Coca-Cola, on imagine que ça détonne un peu. Ok. Donc ici, on est dans une problématique industrielle du quotidien, et les boîtes autour de nous le connaissent. Autour de vous, c'est Aubin Imprimeur, c'est APE Étiquette à Neuville. Toutes ces entreprises-là, au quotidien, font du contrôle qualité des couleurs imprimées. APE Étiquette qui sort des milliers d'étiquettes pour la vache qui rit, le bleu de la vache qui rit, c'est un bleu particulier. Quand vous achetez votre boîte, c'est pas un cyan, c'est pas un indigo, c'est un bleu particulier qui est toujours le même depuis 40 ans. Donc,
La problématique de la mesure ici, c'est s'assurer du fait qu'au quotidien, sur 40 ans, vous puissiez sortir la même couleur. Voilà. Donc ça explique pourquoi c'est des questions qui évoluent toujours sur de nouvelles mesures de couleur de plus en plus précises. Alors, comment est-ce qu'on a construit cet espace-là dans lequel on a résolu la question? Parce que malheureusement, vous n'êtes pas un appareil de mesure reproductible avec une précision et une incertitude qu'on connaît. Donc il faut penser des expériences, il faut imaginer des expériences. Et là, tout le génie, c'est d'avoir construit tout ça autour d'une expérience super simple. C'est d'avoir proposé finalement à des observateurs de venir ordonner cette liste de cartes. Alors ce n'est pas les bonnes couleurs, elles sont différentes. Et de leur dire, ordonnez-moi cette liste de cartes de celle qui a la différence de couleur la plus faible à celle qui aurait la différence de couleur la plus grande. J'ai volontairement pas choisi les bonnes cartes parce que là, ça pose des questions. Ça dit que tant qu'on est sur des différences de teinte ou d'intensité, tout va bien. Mais lorsque les couleurs sont différentes, est-ce que le rouge est plus éloigné du bleu ou le vert plus éloigné du jaune? Voilà. Ou le rouge du vert? Eh bien, dès lors qu'on va vers ces couleurs différentes, l'expérience ne permet pas de répondre. L'expérience est valide tant que les distances sont proches. Mais dès qu'elles diffèrent de beaucoup, l'expérience ne marche plus. Et pourtant, aujourd'hui, vous pouvez acheter pléthore d'outils sur le marché et qui sont des outils industriels, des outils cosmétiques, des outils dermatologiques qui font ça. Mais finalement, ils ne répondent qu'à une petite partie du problème. Il faut tout imaginer pour dépasser ces limites pour demain. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà? Certainement au travers d'expérimentations qui ne voient plus les choses de façon uniforme. Cette expérience-là, qui date de l'année 74 et qui dure aujourd'hui, ce type d'expérience se continue dans des laboratoires encore aujourd'hui, à Leeds, à Manchester et dans différents endroits. Okay, mais elle considère que notre monde serait uniforme. Et quand les couleurs sont différentes, votre cerveau dit, ça n'est plus un problème de perception, ici c'est un rouge et un bleu, la distance couleur, elle n'a pas de sens. Parce que ça n'est plus un problème de perception ou de sensation, c'est un problème sémantique. Donc, une des propositions, c'est de passer vers des expériences où la sémantique n'a pas lieu d'être. Et donc, c'est ce qu'on construit actuellement sur Poitiers. Donc, je passerai dessus. Je ne sais pas quel temps il reste. Ok. Parce que, finalement, le monde de demain, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si vous regardez aujourd'hui le monde des automobiles, Madame Michu veut une voiture différente de Monsieur Tout-le-Monde. Ok. Avec un toit qui a une peinture ceci, cela, des ailes d'une couleur ceci, cela. Et que demain, ce que cherchent à faire les designers, c'est avoir des peintures ici qui soient de plus en plus designées. Est-ce qu'on peut avoir une peinture écaille de tortue ou autre sur le toit de la Mini? Ou est-ce qu'on peut refaire la Mini, qui s'appelait comment celle-ci? Oui, mais la Mini Cooper qui était college avec les portes en bois, mais sauf qu'on voudrait un bois ici qui est l'aspect naturel. Or là, pourquoi ne le fait-on pas aujourd'hui? C'est parce que l'on ne sait pas faire le contrôle qualité de ces peintures-là. Et on ne sait pas le faire parce que les outils n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent mesurer des trucs, mais ça n'est toujours pas une norme ou une recommandation. Donc tout l'enjeu aujourd'hui de ces laboratoires, tels que les nôtres, sont de construire les outils de mesure de telle façon que demain, on puisse dire aux designers, allez-y, maintenant, on sait faire du contrôle de production. Ok, on va passer là-dessus. Alors, l'autre aspect de la couleur. Là, on a parlé de l'homme dans la boucle. Mais sauf que la couleur, au début, c'est un rayonnement. Et là, quand on s'intéresse à l'histoire de cette donnée-là, de cette mesure-là, ce qui s'est passé, il y a des expériences fabuleuses, simples, qui ont été faites. Celle de Newton, 1666. Son propos, c'est qu'est-ce que la lumière? Et donc, il fait un truc de simple. Il prend un petit trou, une fenêtre, il récupère un rayonnement, il l'envoie sur un prisme et il s'aperçoit qu'il récupère un arc-en-ciel. Super, tout enfant a fait ça. Sauf que lui, il va encore plus loin, il se dit, mais est-ce que si je redécompose ce que j'ai obtenu, je retrouve un autre arc-en-ciel? Donc, il met une feuille avec des trous, il remet un prisme derrière, et là, la lumière ne se redécompose pas. Alors ça, c'est une bonne question pour jeunes scientifiques. Que peut-on en déduire?
Eh bien, on peut en déduire que l'on a produit ici une décomposition de la lumière qui est atomique. J'ai obtenu un niveau de décomposition que je ne peux pas redécomposer. Belle conclusion. Ça veut dire que maintenant, il peut travailler à partir de ça. Alors, Newton, en 1666, il dit, bon, ben ok, mon arc-en-ciel, il fait combien de couleurs? Il faut qu'il choisisse un nombre, il choisit 7. Le fameux 7 qu'on retrouve partout. Alors, comme il faut bien justifier, il en trouve une, ce sera l'indigo, comme ça, la boucle est bouclée. Ok. Un peu plus tard, on va se dire, c'est un rayonnement qui appartient à un ensemble de rayonnements. Et on va produire des outils de mesure qui donnent tout ça. Ok. Tout va bien, on a des outils de mesure physiques qui nous permettent de savoir que la lumière, ben ici on a une lumière du jour, ok, quelque chose de continu, bien respecté, et puis là on a les fameuses lumières bleues qui nous posent problème dès lors qu'on utilise des LED. Ok. C'est pas tant qu'il y ait du bleu qui pose problème, il y a du bleu dans la lumière du jour. Ce qui pose problème ici, c'est qu'on a un pic de forte intensité dans le bleu. Et pourquoi un pic de forte intensité? Parce que sinon on a des trous, ici on n'a pas beaucoup de bleu, et donc forcément il nous manquerait une partie des couleurs et on ne serait pas content du rendu de nos textiles. Ok. Maintenant, revenons un petit peu à nos peintures qui nous intéressaient. Ça dit que ce qu'on observe, nous, ce qu'on perçoit, c'est quoi? C'est le produit de la lumière qu'on a récupérée par une propriété de surface, qui est la réflectance, qui dit la capacité que va avoir cette surface-là à restituer peu ou prou une partie de l'intensité lumineuse reçue. Donc finalement, c'est juste ici, mesurer ça, c'est faire la division entre ça et ça. Ce qu'on peut faire avec des spectroradiomètres. Là, vous avez une pigment checker, c'est produit par des Italiens, vous avez 70 pigments utilisés au cours des âges. Donc ça, c'est intéressant pour ce qu'on fait. Alors si on s'intéresse à cette réflectance, ici par exemple on a un verre qui est un verre malachite, voilà, c'est la capacité que ce pigment a à me renvoyer plus d'énergie ici dans une longueur d'onde qui est autour de 500 à 550 nanomètres, qui est bien la longueur d'onde du verre. On s'aperçoit que ici des pigments, typiquement un bleu maya, voilà, ne vont pas avoir la même réponse ici qu'un indigo. Okay. Donc ça, c'est le cœur de notre travail. Les outils de mesure dont on parlait, ceux-là, les spectroradiomètres, nous donnent ces spectres-là. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui et sur laquelle on travaille, c'est comment mesure-t-on la distance ou la différence entre ces deux spectres? Parce que forcément, quand je vais m'intéresser à une peinture, je ne vais pas trouver ces spectres purs, ils vont avoir été dégradés et autres. Donc c'est un problème de classification et d'analyse. Ce que nous, on a fait, on a produit la première mesure qui permet de faire ça. Bon, on porte ce doux nom, on va l'oublier, mais c'est un travail ici pluridisciplinaire qui permet d'avoir aussi, en plus de la mesure, des représentations où là on retrouve les 70 pigments de la pigment checker qui s'organisent. Et puis comme c'est pas mal foutu, on peut le faire aussi en 3D. Donc ça se fait bien. Mais à quoi ça sert? Là, vous êtes sur des résultats qui datent de 2016. Alors, autre intérêt, c'est dans des travaux avec des Italiens, donc l'Université de Milan et des experts du domaine, vous montrez que finalement vous arrivez à faire comme fait l'expert. Si un expert travaille de lui-même sur la classification des pigments, il obtient le même résultat que vous, parce que ça marche. Ça sert à ça. Typiquement, ici, sur ce type de question, vous posez la question qui était posée, donc ça c'est suite à l'explosion de la plateforme Deepwater, pouvez-vous mesurer le taux de concentration en huile à la surface des océans? Voilà. Donc si vous avez quelques références, donc ici on prend une petite référence ici, vous arrivez à ces cartes de distance. Simplement par rapport à l'état de l'art ici, puisque vous êtes intéressé à faire des mesures et pas à faire de l'apprentissage, eh bien il se trouve qu'en plus vous êtes bien plus performant qu'un algo d'apprentissage, deep learning, machine learning et toutes ces choses en deep que l'on voit aujourd'hui. Parce que ça n'est que des mesures à partir de choses bien faites. Vous pouvez aussi faire des choses assez sexy comme ça. Ici, la question est où sont les chênes? Donc ça, c'est une image qui vient d'Arizona. Vous avez deux versants. D'un côté, vous avez des sapins, de l'autre côté, vous avez des chênes. Alors, il se trouve qu'il y a un laboratoire en Oregon qui a fait plusieurs mesures spectrales de différents types d'arbres. Et donc, vous pouvez récupérer ces ensembles-là pour produire ce type de mesure. Donc, partout où vous voyez du bleu, ici, c'est la position des chênes. Et on voit aussi qu'il y a une cohérence géographique qui s'établit, c'est vous avez des versants, d'un côté vous avez du pin, de l'autre côté vous avez du chêne. Ok.
Donc là maintenant, on a ce résultat, mais on peut aussi l'appliquer pour faire de la mesure de déforestation, parce que c'est une question de densité. Vous pouvez aussi faire ça. Ici, vous avez une image qui est une image de la mer Noire pour la détection, en gros, de bateaux qui sont stationnés dans des zones protégées, des réserves naturelles, ou de vedettes rapides, il y en a une ici, de gens qui font passer des trucs qui ne devraient pas. Ça se fume, mais on ne le dit pas. Ok, donc voilà, rien que parce que vous avez posé correctement vos mesures, vous arrivez à faire ça. Donc pour conclure, ce qu'on a cherché à montrer ici très rapidement, c'était sur cette question de la couleur, c'est une question qui est aussi vieille que l'homme, la notion de mesure, on pouvait se dire que c'est quelque chose qui devrait être fini aujourd'hui, alors que pas du tout. À la fois parce que les expériences psychophysiques qui ont permis de comprendre comment l'homme percevait les couleurs, percevait les différences de couleurs, nous ont permis d'atteindre un niveau zéro de ce que l'on sait. Et qu'il y a encore tout à écrire pour aller au-delà. Et puis sur l'autre aspect de la couleur, un rayonnement, quelque chose de physique, eh bien là aussi on démarre juste. Ça ne fait jamais que 3 ans que l'on a une première mesure, au sens de la métrologie, qui nous permet de faire des différences ou des distances entre des spectres. Donc tout est à écrire du côté mathématique et physique. Et que tout ça permet de faire pas mal de choses assez sympas. Voilà. Et tout ça, ça se passe près de chez vous. Est-ce qu'il y a une question ? Je vous remercie pour votre présentation, c'était vraiment passionnant, surtout pour les néophytes. Alors, j'avais une question en fait sur comment on nomme toutes ces nuances de couleurs, parce que quand on regarde des nuanciers, moi je suis toujours perplexe de voir que d'un nuancier à l'autre, on donne un nom différent à ce qui a l'air d'être une couleur semblable, ou alors on donne le même nom à des couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, alors, d'abord, qui nomme et comment nomme-t-on ? Je pense à, je sais pas, vert véronèse, bleu de cobalt, vert oxyde de chrome. Qui nomme ? Est-ce qu'on continue à trouver des noms ou est-ce que la complexité est telle qu'on chiffre plutôt qu'on nomme ? Quand on regarde les rouges à lèvres, par exemple, c'est une numérotation et c'est vrai que les nuances sont tellement fines qu'on ne s'y repère pas. Voilà. Donc comment ça se passe pour tout ce qui est nom et qu'est-ce qui explique qu'il peut y avoir des différences de couleurs, de pigments pour un nom similaire? Alors, on va faire une réponse en 2 temps. Parce que, premier temps, si on veut travailler correctement cette question-là, ça veut dire qu'on ne compare que sous des éclairages, sous un éclairage unique et le même qui permet de reproduire la comparaison et l'action de nommer. Parce que si je change d'éclairage, je change la couleur que je vais percevoir. Donc petit a, pour pouvoir comparer, il faut être sous un éclairage commun ou en tout cas un éclairage normalisé. Petit b, la question du nommage est infinie. Et est infinie parce que Chevreul, là, il y a cette ligne-là. À la suite de ce travail de classification des couleurs, Chevreul a diminué de moitié le nombre de teintes produites par la manufacture. Il a réduit de moitié le nombre de teintes produites par la manufacture, juste en ayant une classification qui permettait aux tapissiers, ça s'appelait des lissiers à l'époque, de choisir exactement ce qu'ils voulaient. Donc, la question du nommage est infinie. Dans notre domaine, voilà, c'est un chiffre qui est souvent cité, c'est le fait qu'un Inuit connaît 80 noms différents pour un blanc. Mais parce que pour lui, c'est une question de survie. Entre un blanc de neige, un blanc de glace d'eau douce, un blanc de glace d'eau de mer, avec les différents niveaux de densité de chacune des choses, tout ça parle de sa survie, de la capacité à nommer pour transmettre et pour survivre. Donc là aussi, on s'aperçoit dans ce travail des nommages, et donc c'est étudié par, il y a une dizaine d'équipes qui travaillent sur cette question de par le monde, dont 3 équipes japonaises. On s'aperçoit que c'est quelque chose qui est ethnique et qui correspond toujours à une adaptation au contexte. D'où le fait que, effectivement, notre monde, qui est un petit peu
industrialisé, économiquement développé, va plutôt choisir un codage qui permet de rajouter des chiffres, plutôt que des noms qui font appel à une culture qui considère faiblement partagée. Ok, donc et c'est typiquement ce qui va se passer pour les rouges à lèvres, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé, où on va jouer sur des densités ou des mélanges et autres. Mais voilà, après tout dépend si vous travaillez pour L'Oréal ou Chanel. Chanel, le designer fournit un nom. C'est un designer qui fournit une couleur et autres. Donc quand vous travaillez, allez-y, visitez-les pour les journées du patrimoine. C'est pour moi un des endroits les fabuleux à visiter, parce que vous avez dans les couloirs des panneaux avec les matériaux regroupés par un designer pour définir un produit rouge à lèvres, au fond de teint ou autre. Et c'est juste absolument étonnant pour un pauvre scientifique comme moi qu'on va retrouver des plumes, des écailles, on va retrouver des coquillages pour à la fin obtenir un produit rouge à lèvres, parce que tout ça prend sens pour lui. Donc c'est d'une richesse incroyable. Mais derrière ça, il faut s'imaginer aussi une question qui n'est pas résolue aujourd'hui, qui est une question pour nous qui va nous occuper encore pas mal d'années. C'est le designer a une intention qu'il formule en ces termes, avec ses mots, avec ses matériaux. Et derrière, l'industriel va essayer de proposer un produit qui s'approche de l'ensemble des termes et moyens développés par le designer pour dire « je veux ça ». Donc forcément, il y a un écart entre les deux. Peut-on mesurer cet écart-là pour faciliter ce travail de création? Voilà. Donc là, on est dans tout ce qui est à l'échelle de la distance sensorielle, la distance émotionnelle, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le travail avec le CESCL qui pose cette question. Alors Cécile Voyer, sa question, c'est est-ce qu'on peut imaginer restituer l'impact émotionnel d'un bâtiment de la période médiévale dans tout ce qu'elle est en termes immensément coloré, avec des sons, avec une odeur, et ce qui fait que forcément ça a un impact sensoriel énorme qui permet de faire en sorte que la personne qui rentre se mette dans un état d'esprit propice à accepter ce qui va lui être proposé. Donc c'est un travail sur le psychologique qui est extrêmement passionnant, mais est-ce que les gens qui font des jeux pensent différemment? Donc finalement, est-ce que travailler cette question pour le patrimoine n'est pas aussi travailler cette question pour plein d'autres choses? Et qu'est-ce que pourrait être le multimédia demain?